Bonjour donc pour cette séance, dernière séance de l'année donc du séminaire d'architecture de la chaire de philosophie à l'hôpital sur l'Adamant, toujours en partenariat avec les hôpitaux Paris-Est, Val-de-Marne. Et donc nous recevons pour cette dernière séance le géographe Michel Lusseau qui est à mes côtés. Je vais faire une introduction extrêmement brève cette fois-ci pour qu'on puisse profiter de lui. Certains le connaissent peut-être, donc un de nos grands géographes, dont le dernier texte qui s'appelle Cohabitons, a beaucoup de points communs avec ce qu'on essaye de faire ici. Je vais en dire quelques mots très brefs. Donc c'est très bien de le recevoir parce que ça fait un petit peu la boucle avec la première séance de l'année pour laquelle on a reçu Nicolas Delon, l'architecte d'Encore Heureux, vous vous en souvenez. Il se trouve que Nicolas lui-même en avait parlé. Nicolas et Michel Lusseau ont fait ensemble un projet qui s'appelait Énergie des espoirs, qui est à la fois une exposition au 104 et un livre aux éditions 205. C'était en 2021, sous-titré Un monde à réparer. Et c'était l'introduction d'une année qu'on a qu'on a mis sous le signe du Dasein, c'est-à-dire de l'existant, du déjà là. Donc c'est un sujet qui est très travaillé par les architectes, l'existant, qu'on a de notre côté renommé Dasein pour expliciter le fait que cette notion d'existence peut avoir un sens commun à la fois en architecture et en soins. L'idée de prendre soin des existences, y compris des existences humaines. Et vous vous souvenez peut-être, si vous voulez, vous pouvez revoir la première séance dans laquelle j'ai explicité un peu ces liens-là, notamment la question de la Dasein-analyse, qui est un courant de la psychiatrie suisse au début du XXe siècle, qui est très important dans l'humanisation de la psy. Et puis voilà, Nicolas, Philippe Rost, Amélia Tavella, Salima Nagy sont les gens qui sont venus parler de ça. Salima Nagy, qui vous l'avez peut-être vu, si vous vous intéressez à l'actualité de l'archive, vient de recevoir un Global Award for Sustainable Architecture, qui est là un peu le top des récompenses internationales de l'architecture. Et puis parallèlement à ça, on a mis en pratique nos réflexions sur le soin de l'existant avec des projets de rénovation, d'hypothèses de rénovation d'un service psy de l'hôpital Esquirol, dans le cadre de notre partenariat avec l'école d'architecture de Paris-Belleville, en particulier avec Elisabeth Essayan. Et puis on a aussi reçu les Suisses de CLR qui ont livré une magnifique maison de l'adolescence à Genève, ainsi que Myriam Chabani qui nous a parlé des relations entre sacré et soin. Bon bref, c'était un petit récapitulatif de l'année. Ça fait aussi une boucle avec la fin de l'année précédente pour laquelle on a reçu un autre auteur important du moment contemporain qui est Jérôme Denis, qui a écrit coécrit un livre qui s'appelle Le soin des choses, qui est un autre texte essentiel qui essaye de capter le moment présent en mettant le soin comme un principe structurel, organisationnel qui chapeaute un petit peu tout le reste. Donc voilà, ce soir on reçoit encore un grand auteur de notre époque qui met le soin comme nous le faisons, un petit peu comme un principe cardinal. En quelques mots très vite, donc Michel Lusseau, donc un de nos grands géographes, donc qui a écrit plusieurs textes importants de la géographie, l'homme spatial, l'avènement du monde, hyperlieu, qui est l'un de ses concepts peut-être les plus célèbres, et qui surtout est intéressant pour nous parce qu'il a, dans son dernier texte qui s'appelle Cohabitons, il a entamé un travail de reconstruction de toute son approche de la géographie à partir des concepts de soins, de care, de vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est à peu près exactement la même chose que ce qu'on essaye de faire nous pour l'architecture. Donc on est vraiment dans une démarche presque de refondation épistémologique. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là dans ton cas, mais on est vraiment dans l'idée de reprendre une discipline en mettant la vulnérabilité des êtres et des choses comme point de départ d'une démarche, d'un rapport au monde. Et le titre de la conférence de ce soir, Le monde est vulnérable, comment en prendre soin, ou il faut en prendre soin, je ne sais pas. Comment, les deux marches, pourrait tout à fait résumer aussi notre travail ici. Sachant que c'est une autre boucle aussi, plutôt pour toi, c'est que tu as présenté une ébauche de ce travail dans le cadre d'un autre séminaire de la chaire, celui de Cynthia et d'Antoine Fenolio, séminaire Design with Care. En 2020, où c'était déjà une première ébauche de ce qui est devenu ce travail. Donc c'est un jalon important aussi. Et cette fois, je crois que dans mes souvenirs, tu parlais de spatial care et pas encore de géocare. Voilà. C'est ça.
Voilà. Donc il y a eu une petite évolution en 5 ans, changement de terminologie. Et vous allez comprendre tout ce travail-là. Un tout petit mot avant de laisser Michel Lusseau parler. On reprend l'année prochaine, suite à la demande générale, en particulier d'Arnaud et d'Élise. Et on va reprendre dès le 18 septembre, ça reprend un petit peu tôt, avec une séance pour laquelle je suis très content de recevoir Anna Schaffer, qui est une architecte dont la démarche est absolument remarquable, du collectif Encore. Et ensuite, la particularité, c'est que les séminaires vont se ramasser sur le premier semestre pour accompagner, pour suivre un petit peu en parallèle le travail de projet avec les étudiants de Belleville. Donc ça va se passer entre septembre et janvier. Parce qu'évidemment, le travail avec les étudiants de Belleville reprend, et cette fois, ce sera sous la forme d'ateliers coopératifs avec des patients d'Adamant pour réfléchir ensemble à la question de la psychiatrie dans Paris intramuros. On est en train de consolider ce sujet, mais ça va ressembler à ça. Donc rendez-vous le 18 septembre pour la première de l'année 6 déjà. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci Eric. Bonsoir à tous et à toutes en présence et à distance. Je suis très heureux d'être là ce soir. Je crois que c'est la première fois que je fais une intervention sur une barge fluviale. J'ai déjà fait des choses en bateau, mais jamais sur une barge. Et je suis évidemment séduit par ce lieu. Et je suis très heureux d'intervenir, comme tu l'as rappelé Eric, parce que ma participation à un séminaire en 2020 avait été un moment vraiment très important du travail que j'essayais de mener à l'époque, avait été un moment important dans la poursuite d'une réflexion que j'ai engagée à partir des années 2010-2012, avec véritablement pour moi, comme tu l'as évoqué, Eric, peut-être un véritable moment de questionnement intense autour des objets et des cadres théoriques de la géographie que je pratiquais, sur lesquels je vais revenir, et quelque chose qu'on pourrait appeler une rupture épistémologique, pour prendre une expression qu'on utilisait couramment jadis, c'est-à-dire une remise en question des manières de penser un certain nombre de réalités qui étaient les miennes, et qui est directement liée à ma découverte puis mon appropriation de la philosophie du Caire et la rencontre avec John Tronto, donc une des autrices principales de ce courant philosophique en 2012 à Lyon, où j'avais pu l'inviter, qui a vraiment constitué un moment de retournement de beaucoup de certitudes, et qui m'a poussé à, depuis lors, travailler effectivement sur un certain nombre de questions qui me permettent aujourd'hui de proposer cette idée d'un géocare qui serait une démarche nous permettant de prendre soin individuellement et collectivement d'un monde et d'une terre vulnérable. Voilà, donc je vais essayer de vous proposer un petit parcours dans cette démarche, étant donné qu'effectivement j'ai synthétisé un peu cela dans ce livre « Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre » qui a été publié en octobre 2024 aux éditions du Seuil, qui fait suite à toute une série de textes dans la même collection aux éditions du Seuil depuis 2007, qui m'ont permis d'essayer de poser les cadres d'une théorie générale des espaces habités. Et c'est à partir de cela que ce retournement est venu sans remettre absolument tout en question, mais plutôt changer l'orientation d'un certain nombre de propositions que j'avais pu faire. Alors, je vais donc commencer par des éléments assez généraux, et puis petit à petit, on va arriver à la problématique du géocare, avec évidemment un enjeu, c'est que le géocare que je propose est un géocare qui s'applique non pas simplement aux individus, non pas simplement à des édifices ou à des ensembles d'édifices, mais véritablement une proposition de considérer l'ensemble des espaces habités par les êtres humains en société. Et c'est évidemment l'enjeu de cette réflexion pour moi de ce qui était au départ un Caire spatial et qui est devenu un Caire géographique, parce que ça renvoie à quelque chose que je vais essayer d'expliquer rapidement, c'est-à-dire la dimension géographique de l'existence humaine, c'est-à-dire à la géographicité de l'existence humaine. Le terme géographicité avait été proposé par un géographe et philosophe assez étrange,
qui n'a pas fait véritablement carrière, un de ces outsiders dont on a vu beaucoup d'exemples dans la vie intellectuelle française depuis très longtemps, donc qui s'appelle Éric Dardel, qui écrit en 1948 un livre qui s'appelle L'homme et la terre, dans lequel il reprend d'ailleurs une vieille topique, parce que l'interrogation sur la relation entre l'humain et le terrestre, c'est une interrogation qui est au cœur du projet de connaissance de la géographie moderne et contemporaine. Les géographes ont toujours été terrestres. Ils n'ont jamais oublié la terrestrialité de l'existence humaine, puisque ça a toujours été d'une manière ou d'une autre au centre du projet de connaissance de la géographie. Et donc, ce que fait Dardel, c'est qu'il aborde cela avec une lecture philosophique de heideggerien, influencée par les traductions qu'on connaissait d'Heidegger à l'époque. Donc, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais ça serait un autre sujet tout à fait passionnant par ailleurs. Et il définit donc ce qu'il appelle la géographicité de l'être humain et de l'existence humaine. Par géographicité, il veut simplement dire que anthropologiquement, essentiellement, l'être humain est un être géographique. Et c'est quelque chose que je me permets de rappeler, parce que là où nous sommes, ça n'est pas complètement anodin quand on sait à quel point toute une série de théoriciens et de praticiens de la psychiatrie depuis 70 à 80 ans ont été très intéressés, sans forcément nommer cela géographicité, par cette question de la relation des existants à leur géographie d'existence. Guattari, évidemment, mais Deligny, par exemple, qui peut être entièrement pensé à partir de cela, et bien d'autres dans les courants différents qu'on peut voir dans le monde entier, y compris celui que tu as évoqué, Éric, tout à l'heure. Alors, voilà. Donc ça, c'est rien, c'est la couverture du livre. Repartons du commencement. Pour moi, en tant que géographe, je définis souvent mon travail comme procédant de la volonté de comprendre l'habité ou l'habitation en tant qu'il s'agit d'une activité pratique. Ça n'est pas quelque chose de métaphysique ou d'ontologique dans ma perspective, ça peut l'être dans d'autres perspectives, mais en ce qui me concerne, je considère l'habiter comme une activité pratique, incessante, que je considère comme caractéristique de l'humain, qui peut être utilisée pour penser l'humanité de l'humain et pour penser aussi la façon dont les êtres humains essayent d'assurer ce que d'aucuns appelaient jadis la viabilité de la vie. Donc, l'activité habitante n'est pas une activité périphérique ou une activité simplement liée à la nécessité de se nourrir ou de produire. C'est une activité qui est au cœur de l'existence humaine. Parce que pour moi, habiter, c'est, en reprenant peut-être une des racine du concept d'habitat et d'habiter au XIXe siècle, parce que c'est un concept qui vient des sciences naturelles. L'habitat dans les sciences naturelles, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace de vie d'une espèce. Voilà. Simplement, ça n'est pas si simple que ça, mais c'est assez élémentaire. Et reprenant cela avec toute une série de collègues depuis quelques années, Habiter le propre de l'humain, c'est aussi le titre d'un livre que j'ai écrit avec deux philosophes, une philosophe de l'architecture, Chris Younes, bien connu dans le milieu de la philosophie de l'architecture, et un autre philosophe plutôt de l'urbanisme et de l'architecture, Thierry Pacaud. Donc c'est le nom d'un livre paru aux éditions de la Découverte, Habiter le propre de l'humain, parce que nous voulions, en 2007, insister sur le fait que ce qui était souvent présenté de manière un peu légère, un peu désinvolte dans les sciences sociales, l'habiter pouvait en réalité être considéré comme ce qui caractérisait l'humain et donc pouvait être l'objet même d'un projet de connaissance absolument fondamental dans les sciences sociales. Alors, on n'est pas les premiers à le dire, il y en a bien d'autres qui l'ont dit, Dardel dont je parlais tout à l'heure, mais si nous avions le temps, nous pourrions aussi parler des intuitions d'un philosophe oublié aujourd'hui à tort, j'en parle souvent, j'en reparlerai tout à l'heure, qui est Henri Lefebvre, qui est un des tout premiers à penser l'habiter
à partir d'une fameuse lecture d'un poème de Hölderlin, lui-même commenté par Heidegger, hein, poétiquement habite l'homme. Hein, c'est un des tout premiers à saisir que habiter n'est pas simplement une fonction, si vous voulez. Hein, c'est quelque chose d'autre qu'une fonction. C'est une activité qui n'est pas simplement fonctionnelle, hein, qui renvoie à quelque chose d'autre qui est caractéristique de l'humanité. Donc c'est l'activité continue, l'ensemble des activités continues, c'est-à-dire de la naissance à la mort, qui n'a pas de cesse, vraiment, dès notre conception même, peut-être, ce serait intéressant de savoir si un habité intra-utérin, et puis à la mort, je travaille aujourd'hui sur les obsèques, par exemple, et les centres funéraires, eh bien, on voit qu'il y a de l'habité post-mortem qui est prolongé par les rites funéraires qui peuvent exister. D'ailleurs, il y a un texte absolument magnifique de Maurice Blanchot sur ces questions-là. Donc, c'est l'activité continue d'organisation des espaces et des temps de vie. Espace et temps de vie, pourquoi espace et temps? Parce que dès qu'on est un être géographique, on est aussi un être historique et temporel. Hein. Les espaces sont toujours connectés à des régimes de temporalité. Hein. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Ça, les géographes le savent bien. Ils parlent toujours d'espace-temps. Ce serait bien que les historiens fassent la symétrie, c'est-à-dire qu'on prenne bien que le temps n'est pas non plus séparable de l'espace lorsqu'on essaye de penser l'habité et l'habitation humaine. Et ce qui est intéressant avec l'habité, l'activité d'organisation des espaces et des temps, donc pas simplement de la résidence, hein, pas simplement du logis, mais vraiment de tous les espaces et de tous les temps. Et si vous commencez à réfléchir à votre existence humaine en disant, ben voilà, j'organise en permanence par mon activité les espaces et les temps de mon agir et de ma vie, vous vous apercevez en fait que ça n'a pas de cesse. Littéralement, ça ne cesse jamais. Donc, ça devient même un peu vertigineux en fait, puisque c'est une autre manière de considérer l'existence humaine. D'ailleurs, existerait déjà étymologiquement, hein, se tenir droit à partir d'un point fixe et se tenir hors de soi. Hein. Exister est un mot qui renvoie directement à ça, hein, à cette géographicité élémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est que habiter, c'est un concept qui est valable pour l'individu. Alors c'est aussi valable sans doute pour les non-humains, en tout cas pour certains d'entre eux. On dit bien qu'il y a des animaux sociaux, par exemple. Mais là, on va se contenter pour l'instant de parler des humains. Donc c'est valable pour l'individu, c'est valable donc pour tout individu, c'est valable pour tout groupe social, tout groupe d'individus, quelle que soit sa taille. Sur l'adamant, on est obligé d'organiser la cohabitation de toutes les entités, de toutes les agences, de toutes les personnes qui croisent à un moment l'adamant et qui font l'adamant un des ancrages de leur habité. Mais c'est valable aussi pour une société nationale, une société mondiale, et c'est valable aussi pour l'espèce. On retrouve là d'ailleurs une intuition d'Edgar Morin qu'on a souvent oubliée, quand Edgar Morin disait « tout fait social doit être pensé comme en mettant en relation ce qui est de l'ordre de l'individualité, ce qui est de l'ordre de la socialité, ce qui est de l'ordre du spécifique ». C'est-à-dire que ce sont les trois choses qui sont en quelque sorte aussi conjointes dans l'habiter. Et ça devient évidemment tout à fait passionnant. Si on rajoute en plus que habiter, c'est toujours cohabiter, on n'habite jamais seul, n'en déplaise à ceux qui veulent promouvoir des idées de l'être humain, vous savez, campant sur sa superbe et capable d'exister tout seul. On n'habite jamais seul, on est toujours cohabitant avec d'autres, et avec d'autres humains, c'est plus ou moins facile, plus ou moins agréable, plus ou moins spontané. Kant le signalait déjà, hein, l'insociable sociabilité dont il montrait à la fois le caractère nécessaire et le caractère embarrassant. Mais on cohabite aussi avec des entités non humaines. Des entités non humaines vivantes, de toute nature, si je puis dire. Voilà. J'ai écrit un livre sur la pandémie de Covid-19 parce que pour moi, la pandémie, c'était un moment où on pouvait observer un régime particulier de cohabitation avec une entité non humaine qui était le virus. Voilà. Donc ce livre s'appelait Chronique de géovirale, Penser le monde avec le virus. C'était vraiment la volonté de comprendre sérieusement notre cohabitation équivoque, paradoxale, difficile, pas agréable avec le virus. Mais nous cohabitons aussi avec des végétaux, avec des animaux, puis nous cohabitons avec du non-humain non vivant, ou du non-humain un peu vivant, mais aussi un peu non vivant. Là, je crois que
il n'y a pas besoin de faire un grand discours sur l'Adamant, parce que vous, alors là, le rapport de cohabitation, par exemple, avec le fleuve, il est immédiat. Et le fleuve, c'est du non-vivant, du physique, du chimique, de l'organique. Tout ça assez souvent mélangé, pas toujours très ragoûtant, mais avec lequel on doit cohabiter. Donc ça, si on prend au sérieux ça, on ouvre un champ d'investigation et de recherche tout à fait passionnant. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller un peu plus loin encore et de dire que comme cohabiter, en fait, c'est lancer des activités en permanence. La cohabitation exige des actes. La cohabitation, c'est pas simplement des théories, des pensées. La cohabitation engage l'intégralité de l'être humain dans une expérience totalisante dans laquelle il mobilise d'abord son corps, puisqu'on cohabite toujours à partir de son corps, sa psyché, ses connaissances, ses sensorialités, ses cultures, etc., etc. Et en même temps, ce sont des activités pratiques et physiques. On mobilise des objets, on mobilise des techniques, on mobilise des artefacts, on construit des artefacts. Donc tout cela, c'est une activité dont il faut reconnaître le caractère producteur. Mais pas producteur au sens abattardi de la production économique, producteur au sens, encore une fois, d'Henri Lefebvre, dans ce fameux livre de 1974 qui s'appelle « La production de l'espace », dans lequel il dit « L'espace humain n'est pas donné, l'espace humain n'est jamais donné, alors surtout pas donné par la nature, l'espace humain est produit, c'est-à-dire il est activé en quelque sorte par les activités, et il a un statut de produit très particulier parce que c'est un métaproduit en quelque sorte. Ce n'est pas un produit comme une table ou une chaise, c'est un ensemble de choses qui sont organisées, si vous préférez, si vous n'aimez pas le concept de production, on peut dire organisé, construit. En tout cas, c'est quelque chose qui est créé en quelque sorte par ces activités. Et donc, la cohabitation produit ce que l'on appelle en géographie l'œcumène. Alors l'œcumène, c'est un très grand concept de la géographie et de l'anthropologie, dans lequel vous entendez le mot oikos. Oikos en grec, c'est donc le feu, le foyer, mais aussi la collectivité qui se tient autour de ce feu, mais aussi les ressources nécessaires à la subsistance de cette collectivité. Voilà, l'Adamant est un oikos dans une certaine mesure. Et c'est ce oikos qu'on entend dans écologie, mais aussi dans économie. L'économie, c'est le nomen, la règle, qui permet de réguler la production de ressources pour l'oikos. Ça ne devrait être que ça, en fait, l'économie. L'activité de production des subsistances. Très beau mot, que le mot de subsistance, qui est devenu péjoratif, on se demande bien pourquoi, alors que c'est un mot absolument fondamental. La subsistance, c'est ce qui permet de rendre un habitat durable, en fait, soutenable, qui est soutenu, étayé, donc qui est persistant dans la durée. Ce qui est quand même souvent ce qu'on essaye de rechercher quand on habite et quand on crée un habitat. Donc, l'œcumène pour les géographes, c'est en fait l'espace de vie des humains. C'est l'espace de vie, l'espace-temps de vie des humains produit par les humains dans le cadre de leur activité de cohabitation, par leur activité de cohabitation. Donc en fait, s'établit une sorte de boucle que vous pouvez aisément comprendre. Les êtres humains habitent et en habitant, ils produisent l'espace qu'ils habitent et en habitant cet espace, ils produisent l'espace qu'ils habitent. Donc il y a une sorte de spirale en quelque sorte qui est enclenchée et c'est là où ça devient intéressant. On s'aperçoit, si on accepte ça, que l'être humain produit son écoumène à partir de données qui sont par exemple des données biotiques et abiotiques du système planétaire, vivantes et non vivantes du système planétaire. La planète, elle est donnée. La planète, elle nous est donnée. Par qui? Ça, la question reste entière. Donnée, c'est vite dit. En tout cas, on considère qu'elle s'offre à nous. Et notre œcumène, c'est quelque chose qui travaille, c'est un artifice qui se produit à partir des données que les cohabitants peuvent mobiliser. Certaines sont des données qui renvoient au système planétaire, mais on produit aussi notre habitat à partir des données sociales, culturelles, à partir des artefacts déjà présents, à partir des idées qu'on a stockées et qu'on a diffusées. Donc, vous voyez, il y a un processus de rétroaction permanente entre l'habitation et l'habitat.
l'habité produit l'habitat qui donne la possibilité d'habiter, qui produit l'habitat. Donc c'est cela qui est intéressant, et l'écoumène, c'est justement ça. C'est le résultat de ce processus, c'est nous ce qu'on appelle la Terre, c'est pas du tout la planète. Hein. Pour un géographe comme moi, je montre souvent que pour moi la Terre n'est pas la planète. La planète, c'est le système biotique et abiotique qui est bonjour, c'est le système biotique et abiotique qui est indépendant de l'existence humaine. Hein. La planète a existé avant nous et existera après nous. Ça a même été son état le plus normal et ça sera son état le plus normal. La Terre, c'est ce que les humains ont créé par leur histoire de la cohabitation, qui est une histoire, je le répète, à la fois individuelle, sociale et spécifique. Alors, une fois qu'on a posé ça, le deuxième moment de l'analyse, je vais essayer d'aller un peu plus vite, c'est que mon domaine de spécialité premier, depuis mes premiers travaux de recherche au début des années 80, c'est la question de l'urbanisation et de l'effet de l'urbanisation sur l'habité humain, en fait, hein, sur les espaces-temps de l'habité humain. Et je travaille depuis cette époque-là dans le cadre d'un paradigme qui lui aussi vient de Henri Lefebvre, qui est donc vraiment quelqu'un d'important pour mon travail, qui est le paradigme de la révolution urbaine. Lefebvre, je vais très vite, dans les années 60, observe le processus d'urbanisation, à la fois en France, en Europe, mais aussi dans les pays d'Amérique du Sud, et il comprend que le processus d'urbanisation qui est en train de se mettre en place post-1950 n'est pas une évolution tendancielle de l'urbanisation industrielle que l'Europe a connue à partir des années 1780 jusqu'aux années 1940. Il se dit qu'il y a quelque chose qui change profondément et il propose le concept de révolution urbaine pour affirmer, pour postuler que cette urbanisation contemporaine qu'il observe, dont il dit qu'elle est encore virtuelle au moment où il publie ce texte, La Révolution urbaine, c'est un texte qui est publié en décembre 1970 aux éditions Gallimard. Lefebvre publie 5 livres sur la question urbaine entre 1966 et 1970. C'est donc une activité inlassable et il produit des livres qui sont des livres tout à fait étonnants, très atypiques par rapport aux standards de scientificité d'aujourd'hui, parce que Lefebvre intervient beaucoup, il fait énormément de communication dans le monde entier et ces livres sont souvent des recueils d'interventions dans lesquels il prend des positions, il pense à haute voix en quelque sorte avec son auditoire. Quelques-uns de ces livres sont passés à la postérité comme des livres tout à fait fondamentaux, donc La Révolution urbaine, un livre qui s'appelle Du rural à l'urbain aussi, qui est un très grand livre, et puis un livre qui a fait le tour du monde, qui s'appelle Le droit à la ville, dans lequel il essaie de formaliser l'idée qu'il y aurait de nouveaux droits qui devraient être accordés aux individus compte tenu de la puissance du processus d'urbanisation, des droits qui ne sont pas des droits juridiques classiques, mais des sortes de droits créances génériques qui seraient en fait les droits de résister à l'aliénation et de mener une bonne vie dans des cadres qui profondément pour Lefebvre sont problématiques puisqu'il est très critique de l'urbanisation qui se met en place dans les années 60-70, il est très critique déjà du capitalisme tel qu'il l'observe à l'époque et il estime qu'il y a un risque d'aliénation superlative de la vie humaine par le type d'urbain qui se met en place. Et Lefebvre est un des premiers aussi à proposer de considérer que ce qui se met en place à cette époque-là, ce n'est pas de la ville, ça n'est plus de la ville, c'est de l'organisation urbaine, c'est de l'urbain générique et mondialisé qui va changer l'intégralité de toutes les sociétés et qui va changer les individus eux-mêmes, d'où l'idée de révolution urbaine. Tout va changer. Et j'ai repris depuis lors cette tradition des études urbaines lefévriennes à la française pour essayer effectivement de montrer que le processus d'urbanisation qui est aujourd'hui un processus planétaire, un processus global, le terme de planetary urbanization est aujourd'hui utilisé par les sciences sociales anglophones qui sont pour le coup, on l'ignore souvent, lefévriennes, voilà un autre effet de la French Theory dans le monde académique américain, notamment via Neil Brenner, qui est professeur aujourd'hui à Chicago, après avoir été professeur à Harvard d'études urbaines, qui a repris cette idée de révolution urbaine à Lefebvre et qui a montré effectivement à quel point, avec
un appareil statistique extrêmement sophistiqué, à quel point ce processus d'urbanisation bouleversait tout de fond en comble. Une urbanisation, là je vais très vite, pardon, mais c'est assez détaillé dans le livre, une urbanisation qui commence dans les années 1950, qui s'amplifie à partir de 1980. Pourquoi à partir de 1980? Petite parenthèse, c'est à partir du moment où la Chine s'urbanise, et l'urbanisation chinoise va être le processus historique le plus important que l'espèce humaine n'ait jamais connu. En 25 ans, la Chine, qui était un pays déjà à 1,2 milliard d'habitants, massivement rural et campagnard, va devenir un pays massivement urbain, et l'urbanisation chinoise va être un attracteur pour le monde entier. C'est véritablement quelque chose dont nous sommes tous et toutes en quelque sorte redevables, parce que cette urbanisation chinoise, elle va donner le style de l'urbanisation mondiale entre 1980 et les années 2020. L'Asie, plus généralement l'Asie de l'Est, va être le centre de gravité du processus d'urbanisation planétaire, puis l'Asie du Sud, aujourd'hui c'est l'Inde qui est un des grands espaces d'urbanisation, et le centre de gravité de l'urbanisation planétaire qui continue, elle n'est pas tout à fait achevée, même si elle l'est en Europe. Globalement, l'ensemble des pays européens sont très massivement urbanisés, à tel point qu'on peut même se demander si dans un pays comme la France, il existe une extériorité à l'urbain, y compris dans les zones qui apparemment se présentent comme des zones non urbaines, on va le voir, puisque en fait cette urbanisation n'est pas simplement un processus de remplacement de paysages par d'autres, c'est un processus qui est plus global que ça, et le centre de gravité de l'urbanisation planétaire se décale aujourd'hui en Afrique, c'est le grand continent de l'urbanisation à venir jusqu'aux années 2050. Donc cette urbanisation planétaire, il faut la comprendre comme un processus non partitionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un processus démographique qui opposerait des zones urbaines et des zones qui ne le seraient pas. Ce n'est pas non plus simplement un processus géopaysager qui opposerait des espaces dont les paysages sont marqués par l'urbanisation avec des espaces qui ne le seraient pas. En réalité, ça devient même assez difficile de trouver des espaces qui ne sont pas porteurs de signes visibles de l'urbanisation, y compris dans des paysages qu'on pense être des paysages de pleine nature, par exemple, ou des paysages totalement en dehors de ce processus d'urbanisation. Parfois, c'est visible, comme ces accumulations de déchets que vous avez sur les pentes de l'Everest, par exemple, qui sont liées à la touristification de l'Himalaya, qui est elle-même complètement liée au développement du marché urbain du tourisme, mais parfois c'est invisible quand, sur ce même Everest, mes collègues glaciologues font du carottage et retrouvent dans les couches superficielles des neiges de l'Everest des polluants. Voilà. Donc, qui sont les polluants qui sont massivement émis de zones urbaines et qui se déplacent allègrement via les circulations planétaires, pour le coup, à toutes les échelles. Donc, ça devient même très difficile de considérer qu'il puisse y avoir même un espace dans lequel on ne trouve pas une marque de l'impact des processus d'urbanisation. Et si on rajoute le fait que l'urbanisation pour Lefebvre, c'est avant tout un changement des formes de vie, ce sont d'autres manières de vivre qui s'imposent, disons-le autrement, d'autres manières de cohabiter qui s'imposent, eh bien on comprend bien que finalement on est urbain, connecté au processus d'urbanisation globale, même lorsqu'on n'habite pas dans quelque chose qui apparemment est marqué paysagèrement par l'urbain, ne serait-ce que si l'on utilise un réseau télécommunicationnel, une plateforme d'achat pour faire venir un certain nombre de biens de consommation, si on est mobile avec une automobile pour aller réaliser telle ou telle pratique, on s'aperçoit très vite qu'on est connecté à des logiques pratiques de cohabitation qui sont profondément marquées par l'urbanisation planétaire. Donc si on prend l'urbanisation comme un mode de vie, en quelque sorte, une forme de vie, un ensemble de formes de vie qui vient se substituer à des formes de vie préexistantes, alors on comprend bien que l'urbanisation est partout. Et si j'avais le temps, je pourrais vous le montrer plus. D'ailleurs, ça devient un peu flippant, il faut bien le dire. C'est-à-dire que l'urbanisation, elle est partout et à toutes les échelles synchroniquement. On va le voir avec un exemple tout à l'heure, mais ça veut dire aussi, au passage, que l'urbanisation, elle change l'individualité, elle change les individus que nous sommes. Nous parlons d'individus aujourd'hui en 2025 comme on en parlait peut-être en 1925, mais ce que nous désignons comme individu, ça n'est pas la même chose.
L'individualité elle-même n'est pas la même. Elle a changé, elle s'est urbanisée. Je fais souvent cet exercice avec des étudiants de première année d'un master qui s'appelle Ville et Environnement à l'université de Lyon 2, dans lequel j'interviens également. Je montre 2 photos de foule urbaine à un siècle d'écart. Une photo de foule urbaine contemporaine, une photo de foule urbaine en 1925. La première chose que les étudiants remarquent, très vite en tout cas, c'est que, quand la photo est bien choisie, il faut tricher un peu, c'est que ces foules sont marquées par des individus qui n'ont pas le même corps. Ils n'ont pas la même corporéité. Ce n'est pas simplement une question d'habillement, c'est une question de corporéité. Nous n'avons plus les mêmes corps. Parce que nous ne nous alimentons plus de la même manière, nous n'avons pas le même rapport à la pratique physique, des données se sont complètement inversées par rapport au début du XXe siècle, où la maigreur était plutôt une caractéristique des catégories populaires et la corpulence une caractéristique des groupes sociaux bourgeois. C'est complètement l'inverse aujourd'hui. Donc ça s'est complètement inversé. Donc nous n'avons plus les mêmes corps. Donc si on prend ça au sérieux, ça devient là aussi quelque chose de tout à fait intéressant pour essayer de comprendre comment la cohabitation a été bouleversée par un système urbain qui a plein de caractéristiques, mais je ne vais pas revenir en détail là-dessus parce que là, on n'est pas couché, mais disons qu'en tant que géographe, donc j'essaye de qualifier ce système urbain. Donc, tu l'as dit, Eric, j'ai écrit un texte qui s'appelle Hyperlieu, donc dans lequel j'essaye de montrer pourquoi tous les espaces contemporains sont hyper. Hyper au triple sens de l'hypermarché. On reprend là la vieille intuition. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du texte fameux de Jean Baudrillard à l'ouverture du Centre Pompidou, quand il disait que Pompidou c'était l'hypermarché de la culture, où il avait insisté sur le fait que c'était l'hypermarché de la culture. C'était pas complètement une vision positive chez lui. C'était là où on trouvait une suraccumulation de tout. Donc hyper au sens de la suraccumulation de tout, hyper au sens de l'hyperlien, au sens de la capacité connective aujourd'hui qui est au cœur, on va y revenir peut-être, de la vie humaine. Être urbain aujourd'hui, c'est être connecté. La vie connectée est une vie absolument centrale. Et puis hyper au sens de l'hyperbole, c'est-à-dire un phénomène ponctuel qui peut hyperboliquement emblématiser un ensemble beaucoup plus complexe. Donc je vois de l'hyper partout maintenant, ce qui est sans doute une pathologie grave. Mais en tout cas, j'essaye de montrer que le système urbain est hyperspatial, c'est-à-dire que tous les espaces de vie, tous les espaces de cohabitation sont connectés à un nombre indéfini d'autres espaces. C'est quelque chose que nous éprouvons véritablement au jour le jour lorsque nous sommes des urbanites, comme on dit aujourd'hui, connectés, nécessairement connectés. La privation de connexion, la privation de lien de connexion apparaît aujourd'hui comme un préjudice social important. Et puis le système urbain est aussi hyperscalaire, ça c'est encore un peu plus étrange, c'est-à-dire que, je suis obligé d'aller très vite là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a un brouillage dans les ordres de grandeur, pour le dire autrement. C'est-à-dire que jadis, le monde était composé avec des espaces d'ordre de grandeur relativement stables qui s'emboîtaient les uns dans les autres comme des poupées russes. Le bâtiment, le quartier, la ville, l'arrière-pays, la région, l'État, la zone géographique, c'est un ensemble zonal pour les géographes, c'est un ensemble plus vaste. Et puis la planète qui était la boîte dans laquelle on mettait tout ça. Aujourd'hui, les espaces de cohabitation ne fonctionnent pas comme ça. Ils fonctionnent plutôt sur le principe de l'hyperscalarité, c'est-à-dire la collision et la collusion synchronique de tous les ordres de grandeur. C'est-à-dire la plupart des phénomènes sont toujours synchroniquement à la fois locaux, régionaux, nationaux et globaux et réciproquement. Donc il y a de la globalité dans tout acte local et il y a de la localité dans tout acte global et on a l'intégralité des ordres de grandeur qui se retrouvent en quelque sorte tranchés par les pratiques de cohabitation. Et ça, c'est aussi très déconcertant pour l'analyse et moi, m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis, j'ai ensuite essayé de qualifier un peu ce système urbain très, très vite. Ça, c'est toute la première partie du livre pour essayer de montrer quand même que j'essaye de nourrir tout ça d'analyses aussi empiriques sur des observations de cas. L'urbanisation contemporaine, elle est à la fois agrégative, elle concentre, mais elle est aussi diffusive.
Hein. L'urbain, ce processus, cette urbanisation est un processus très paradoxal, puisque vous avez deux mouvements qui ne sont pas des mouvements compensatoires, hein, mais qui sont deux mouvements qui, dans le même temps, produisent les configurations urbaines, c'est-à-dire ça concentre et ça diffuse en même temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas penser, quand on est sérieux et qu'on analyse les questions urbaines, on ne peut pas penser aujourd'hui, par exemple, en termes d'exode urbain, hein, ou de mouvements vers les centres qui seraient compensés par des fuites des centres. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont en fait deux mouvements synchroniques, et un des premiers à avoir vraiment bien théorisé ça, c'est un Italien qui s'appelle Franco Indovina, qui a créé un concept qui a été repris par un grand urbaniste architecte qui est décédé depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Bernardo Secchi, hein, qui a en particulier donc donné de la substance à ce concept de città diffusa, hein, d'urbain diffusé et diffusif. Et Bernardo Secchi a même dit la città diffusa sera l'icône du XXIe siècle. C'est-à-dire que pour lui, l'urbain du XXIe siècle, il est à la fois concentré et diffus, hein, et plus exactement diffusif. Ça diffuse partout. Et ça, cette caractéristique diffusive de l'urbain, elle est très importante pour comprendre un certain nombre de choses qu'on va évoquer ensuite. Le monde urbain est connectif, la logistique est la reine du monde, et nous sommes tous des logisticiens. Tous et toutes. Dès qu'on cohabite aujourd'hui, on est logisticien. On est obligé d'être un opérateur de logistique. La logistique, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques et des instruments qui permet d'ajuster les espaces et les temps en fonction d'un calendrier. J'ai cru comprendre que le responsable de la Daman est arrivé hier soir d'une séance de formation. Ben voilà, c'était de la logistique en fait. Ça nécessite de la logistique. On est en permanence en train d'opérer de la logistique. Et ça n'est pas rien, ça nous consomme une grande partie de notre énergie et ça consomme des moyens économiques et sociaux colossaux. Réfléchissons aux technologies sociales de la connexion et leur importance dans le monde contemporain. Mais dites donc, c'est ce qui fonde la prétention des empereurs de la tech à proposer un modèle de société et proposer un modèle politique de société. C'est parce que nous sommes dans un monde urbain qui est totalement connectif. Et nous l'avons vécu à l'échelle 1 au moment de la pandémie, puisque nous sommes aperçus que dès que les logistiques s'arrêtent, on ne sait plus quoi faire, il n'y a plus rien. Tout s'effondre véritablement. Il est également, dans un autre registre, ce système urbain hyper extractif, c'est-à-dire simplement pour s'organiser et fonctionner au quotidien, il faut extraire des quantités absolument astronomiques de ressources d'à peu près tout. Donc c'est ce qu'on appelle l'hyper-extractivisme contemporain, qui n'a aucun équivalent dans l'histoire et qui n'a aucun équivalent par rapport à toute autre espèce extractive. Il n'y a pas d'équivalent. Nous sommes obligés d'extraire en permanence tout de tout, jusqu'à l'épuisement. Et nous sommes même capables, nous le savons aujourd'hui, d'épuiser des ressources renouvelables. Le meilleur domaine pour comprendre ça, c'est d'observer la pêche. Nous sommes capables d'épuiser des stocks de poissons renouvelables. C'est quand même assez fort. Et pas à une petite échelle locale, hein, à l'échelle zonale, voire à l'échelle globale. Cette hyper-extraction nous concerne nous-mêmes en tant qu'individus, puisque désormais, les entreprises de connectique numérique ont construit leur modèle économique et technologique sur le data mining, opéré à partir de chaque utilisation d'un réseau numérique par chaque individu. Dès qu'on utilise un outil numérique, l'opérateur fait du data mining sur notre pratique. C'est la base du modèle économique de Google et de tous les autres. C'est d'ailleurs un coup de génie économique. Hein. Google a construit un empire en valorisant économiquement une donnée minière qu'il a collectée gratuitement. C'est quand même balèze, puisqu'il prélève vos données et il les valorise économiquement via des algorithmes qui vont vous proposer des achats. C'est quand même fortiche, hein. C'est un système de mine qui est quand même assez incroyable, qui est un système presque de plantation en fait, hein, dans lequel nous sommes les plantations pour les planteurs que sont les grands réseaux numériques. Nous sommes à la fois les plantations et peut-être aussi d'ailleurs les esclaves de ces plantations. Et puis c'est un système qui est hyper émissif. Le système urbain planétaire, il émet des gaz à effet de serre. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Directement, quand vous prenez votre voiture, quand vous chauffez votre logement, indirectement, quand vous mangez, parce que quand vous mangez, quand vous achetez le moindre produit, aujourd'hui, vous émettez indirectement du gaz à effet de serre, et puis il émet des polluants partout, tout le temps,
on commence à prendre la mesure de la géographie mondiale d'épaulement issue de l'activité urbaine, et je peux vous garantir, c'est pas folichon. Il y a des polluants atmosphériques dans les sols et dans les eaux partout. Et on commence à découvrir des polluants, qu'on appelle les polluants éternels, qui sont des polluants. Pourquoi les appelle-t-on éternels? Parce qu'en fait, on ne sait pas la demi-vie, la durée de la demi-vie de leur décomposition. On ne le sait pas. Donc, par prudence, on dit éternel. En tout cas, c'est des polluants qui vont rester très longtemps sous forme dégradée, sous forme de métabolites, dans les environnements, mais qui vont aussi rester, ces polluants, pas seulement dans nos environnements, puisqu'ils restent dans nous-mêmes, puisque nous sommes aujourd'hui porteurs des polluants que nous absorbons sous forme de métabolites dans l'eau, dans les aliments, dans l'air, quand nous respirons. Donc en fait, nous sommes traversés par les polluants en tant qu'individus. Quand je vous dis que nous ne sommes plus les mêmes individus, c'est aussi à cause de ça. Et puis, l'organisation urbaine contemporaine, elle émet énormément de déchets, là aussi qui sont partout, qu'on retrouve partout, des centaines de millions de déchets, pour la plupart non recyclés. Le plastique, 9% des déchets mondiaux sont recyclés. Bon, on peut mieux faire, mais l'ensemble des matières, c'est 21% recyclés, donc peut aussi mieux faire. Donc le recyclage, c'est très bien, mais nous sommes encore très loin d'atteindre ne serait-ce qu'un niveau raisonnable. Et là où il y a le moins de recyclage, c'est pas forcément d'ailleurs chez les ménages toujours, c'est parfois beaucoup plus du côté de la production. Les déchets, eux aussi, sont partout, notamment les plastiques qui se décomposent en microplastiques que nous absorbons par l'eau, le poisson que nous mangeons. Et donc, on a des plastiques, des microplastiques également dans nos cellules. Voilà. Il y a eu des études faites, par exemple, sur les placentas de femmes venant d'accoucher qui montrent qu'il y a des microplastiques dans les placentas. Donc, vous voyez, ça fout un peu la trouille quand même, mais ça montre à quel point, bien finalement, l'urbain est devenu, comme je le dis tout à l'heure, un nouveau milieu de l'existence humaine. Hein, voyez, et c'est devenu un nouveau milieu, c'est-à-dire vraiment au sens fort du concept de milieu. Hein. Le milieu, c'est ce dans quoi une espèce existe, ce qui soutient l'existence de l'espèce et sa cohabitation. Nous avons, par nos cohabitations, produit un milieu urbain qui est devenu un milieu totalement marqué par ces caractères dont je viens de parler très rapidement. Nous savons aujourd'hui que, de plus en plus assurément, grâce à la recherche, que cette urbanisation est aussi, sans aucun doute, le vecteur majeur des changements globaux, c'est-à-dire réchauffement climatique, épuisement de la biodiversité, épuisement des ressources, modification du fonctionnement de grands systèmes zonaux comme les océans, de très grandes forêts ou des grandes circulations atmosphériques qui sont également changées, et tout ça étant interrelié. Là, pour achever de vous démoraliser, je vous rappelle que si nous n'avions que le réchauffement climatique à affronter, ça serait compliqué, difficile, mais on pourrait sans doute ne pas être trop crispé. Mais le problème, c'est que ça n'est pas que cela. Le réchauffement climatique a des effets de rétroaction, des effets de cliquet qu'on ne comprend pas toujours très bien, qui sont plus puissants qu'on imaginait. Et en plus, ça interagit avec d'autres impacts de l'activité humaine urbaine sur le système planétaire, qui sont des impacts catastrophiques, notamment en termes de bouleversement des écosystèmes. Donc, même si d'un coup de baguette magique ou d'un claquement de doigts, on résolvait aujourd'hui le réchauffement climatique, il resterait bien d'autres problèmes à affronter. Et c'est très clair quand on observe la façon dont l'urbanisation bouleverse ce que les géographes et les géologues appellent la zone critique. La zone critique, c'est un concept très intéressant qui est un vieux concept de la géographie physique et de la géologie, mais qui est relancé depuis une quinzaine d'années, parce que Bruno Latour s'en est saisi, que Jérôme Gaillardet, travaillant avec Bruno Latour, un géophysicien qui a écrit un très beau livre aux éditions de la Découverte, qui s'appelle L'épopée de la zone critique, a développé un observatoire mondial des zones critiques. Et c'est un concept intéressant, la zone critique, parce que la zone critique, ça permet de penser l'habitat humain, non pas simplement comme un déploiement sur une surface. Vous voyez, ça, un gros problème parfois de la géographie, de certaines formes d'urbanisme, d'architecture, c'est de penser finalement seulement un état de surface, de penser la forme urbaine comme un déploiement
en 2 dimensions sur une surface. Non, en fait, la zone critique, c'est un espace en 4 dimensions. Vous allez voir pourquoi. Parce que cette zone critique, c'est un espace longueur, largeur, hauteur. Donc, c'est un espace épais. En fait, c'est l'espace du cycle de l'eau. Donc, de la basse stratosphère jusqu'à... Alors, attendez, je vais aller voir. Oui, le micro a été coupé, donc je le remets. Rebonjour. Ah, ça y est, je sais comment faire maintenant. Tout est sous contrôle. C'est un espace qui va de la basse stratosphère au-dessus du sous-sol. Vous le voyez ici avec ce très beau bloc diagramme à l'ancienne, hein, qu'on apprenait dans mes études de géographie dans les années 70. Mais vous voyez bien que c'est l'espace en fait qui est concerné par le cycle de l'eau. Alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est un espace à 4 dimensions? Parce que le cycle de l'eau, c'est un cycle qui est autant géographique que temporel. Donc la 4e dimension, en quelque sorte, c'est la dynamique temporelle de tout cela. Et on voit bien que cette zone critique, c'est quoi? C'est la zone de déploiement de l'habitation humaine. C'est là où sont 99,9% de nos habitats humains. Alors évidemment, il y a un peu de choses au-dessus qui tournent autour de l'orbite terrestre. Il y a des choses parfois un peu plus profondes qu'on va chercher quand on va travailler les très grandes profondeurs, mais l'essentiel de l'habitation humaine urbaine de la planète est localisé dans cette zone critique. Et c'est là aussi où se tiennent l'essentiel des impacts. C'est ça qui est massivement déformé, enfin massivement impacté par les activités urbaines. On peut même dire que la manière dont depuis 2 siècles, et surtout depuis 50 à 60 ans, on a par exemple travaillé le cycle de l'eau, on a complètement artificialisé le cycle de l'eau, c'est un des éléments de bouleversement les plus forts qui soient, hein, dont on peine à comprendre parfois tous les effets. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que dans tout l'urbanisme contemporain tourné autour des histoires de Caire, il y a par exemple cette volonté de remettre sur la table de réflexion la problématique de l'eau, hein, et du cycle de l'eau. Hein. Que faire de l'eau? Comment se réapproprier l'espace-temps du cycle de l'eau qu'on a complètement transformé en ingénierie de plombier, en fait, hein, où il faut connecter des tuyaux les uns aux autres, prendre des écoulements ici, en remettre d'autres là, canaliser, mettre tout sous terre. Donc, il y a véritablement un énorme effort à faire. Cette zone critique, complètement transformée, ça nous permet de comprendre l'importance de cette affirmation. C'est qu'une nouvelle terre urbanisée s'est imposée depuis quelques décennies. Une nouvelle terre. Nous avons terraformé une terre différente. Voilà, la Terre de 2025 n'est pas la Terre de 1925. C'est compliqué à admettre, mais une fois qu'on a accepté de l'admettre, ça devient plutôt tonique et dynamique. Ça n'est pas la même Terre. Nous utilisons le même mot, c'est comme individu tout à l'heure, mais ça n'est pas la même Terre. La planète, elle, c'est toujours la même chose, mais la Terre, c'est pas du tout la même chose. Et il y a un nouvel habitant qui est le terraformateur, c'est l'Homo urbanus, hein, que nous devons essayer de considérer et de comprendre. Cette nouvelle Terre nous impose d'ailleurs aussi au passage de réfléchir à nouveau frais aux relations de cohabitation que nous entretenons avec des non-humains que nous avons mis en coupe réglée en raison même de nos impacts sur la zone critique précédemment mentionnée. Voilà. Les non-humains ne sont plus non plus les mêmes. D'ailleurs, parce que les plus nombreux des non-humains aujourd'hui vivants sont les animaux domestiques. Il y a beaucoup plus d'animaux domestiques, il y a beaucoup plus d'animaux de rente et d'élevage que de non-humains non domestiques. Le plus gros cheptel d'animaux aujourd'hui sur Terre, c'est les poulets. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc, c'est comme ça. Donc, évidemment, nous avons complètement changé l'économie. En fait, nous avons changé d'écologie et d'économie. Nous avons changé d'écoumène. Donc, tout est redistribué. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment cette urbanisation, elle vectorise le fameux anthropocène, elle vectorise le changement global. Donc dans le livre, je propose même de rebaptiser l'anthropocène urbanocène, en disant, non, finalement, c'est l'impact de l'urbain. Je vais passer un tout petit peu en détail, un petit peu, parce qu'autrement, ça serait trop long. Et c'est aussi donc d'arriver à cette triple proposition.
ce système, là je tire des traits, pardon, hein, mais il faut qu'on termine, parce que moi j'ai un train à prendre à 21h, donc, puis vous avez autre chose à faire. Donc je vais très vite, je suis beaucoup plus détaillé dans le livre, évidemment, où il y a une bonne centaine de pages sur ces questions-là. Paradoxalement, alors même que l'on nous dit que nous vivons dans l'époque où les organisations urbaines sont plus puissantes que jamais. Nous sommes entourés des discours de puissance. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'évidemment, le Caire, c'est une manière de vouloir sortir de la domination des discours de puissance. Au moment même où on a l'impression que nous sommes plus puissants que jamais, on s'aperçoit que le système urbain globalisé est plus vulnérable que jamais. Il y a une exaspération des vulnérabilités. Ça, tous les spécialistes de sciences de système le savent. Dès que vous avez un système très maillé, très relationnel, avec énormément de composants, avec des multiples relations, la moindre anicroche provoque un effet, le fameux effet papillon. Hein. Comment le battement d'aile d'un papillon peut provoquer un ouragan au Texas, hein, c'est les fameux effets qu'on connaît bien en sciences des systèmes. Nous avons un système urbain qui est extrêmement fragile. On l'a vu pendant la pandémie. Si j'avais le temps, je vous montrerais qu'il y a un rapport d'incommensurabilité, au sens fort du mot incommensurabilité, entre l'infection d'un corps, celui du premier patient diagnostiqué avec un trouble qu'on diagnostique, en fait ce n'était pas le premier, mais peu importe, le premier consigné, il y a un rapport d'incommensurabilité entre l'infection d'un premier corps à Wuhan le 14 décembre 2019 et le fait que 12 semaines après, tous les pays européens décrétaient un confinement et que 16 semaines après, 100 pays à l'échelle planétaire étaient en situation de confinement et de contrôle, que tous les aéroports étaient arrêtés, que toutes les logistiques étaient arrêtées, que les centres commerciaux du monde entier étaient fermés. Vous voyez ce que j'appelle l'incommensurabilité. Il n'y a pas de commune mesure. Alors là, on comprend l'hyperscalarité et l'hyperspatialité. Il n'y a pas de commune mesure. La seule manière de comprendre, c'est de comprendre que cette vulnérabilité est systémique. On l'a encore vu dans un autre registre avec le blackout en Espagne et au Portugal. Les effets de fragilité liés aux vulnérabilités systémiques sont de plus en plus puissants. Tout est sensible et pas simplement à la catastrophe. Bien sûr, la sensibilité à la catastrophe, elle est spectaculaire, mais il y a aussi une sensibilité aux accidents et même une sensibilité aux incidents et même une sensibilité aux anicroches. Alors le mieux, c'est sur un système de transport en commun. Je ne fais pas de dessin aux Parisiens, je crois que vous comprenez très bien de quoi je parle. Accident de personne, c'est une anicroche. Vous pouvez provoquer immédiatement un capharnaüm durable parce que vous avez des effets systémiques qui ne sont absolument pas contrôlables. Et c'est très intéressant aussi par rapport à la perspective du Caire, puisque par ailleurs, toutes les ingénieries nous vendent en permanence l'idée de l'optimisation du contrôle, qu'elles ne peuvent jamais évidemment assurer. Les menaces sont de plus en plus nombreuses et à toutes les échelles sur l'habitabilité. C'est-à-dire, ça y est, là on est rentré dans le moment où on commence très sérieusement à se dire qu'on n'est pas simplement face à une crise environnementale, mais qu'il y a une menace sur l'habitabilité humaine d'un certain nombre d'espaces terrestres, sinon de la Terre tout entière. On vient de sortir d'une quinzaine de jours de très forte chaleur dans toute l'Asie centrale, le monde indien et pakistanais. On n'a pas fait attention parce qu'il y avait d'autres problèmes. Il a fait plus de 50 degrés pendant plusieurs jours de suite avec plus de 60% d'humidité relative. Ça veut dire que quand vous avez des températures de ce genre, cette menace sur l'habitabilité, on la comprend très bien, entre plus de 45 degrés à plus de 50% d'humidité relative, on est dans ce qu'on appelle les chaleurs létales. C'est-à-dire des organismes peuvent ne plus supporter ces niveaux de chaleur et d'humidité. Donc là, on n'est pas simplement dans le petit coup de chaud agréable, c'est super fun, le soleil, c'est formidable. Non, on est vraiment devant des chaleurs létales. Et si vous avez une régularité de ce type d'épisode, vous commencez à poser des questions d'habitabilité. De même qu'au sud-ouest des États-Unis, c'est un exemple que je prends beaucoup dans le livre, hors Californie, où il y a eu 3 années, où il y a eu 3 épisodes de précipitations d'ailleurs absolument dévastatrices. Dans les États du sud-ouest américain, on en est à la 25e année consécutive de déficit pluviométrique, de sécheresse. 25 ans de sécheresse consécutive. Les plus grands lacs ont perdu jusqu'à 60 mètres de leur niveau de référence. Vous savez, dès qu'il n'y a plus d'eau, on ne rigole pas longtemps sur les questions d'habitabilité.
à ces échelles qui sont les échelles planétaires. Je vous rappelle, nous sommes 7 milliards 600 millions aujourd'hui sur la planète. Bientôt 9 milliards 500 millions en 2050. C'est à cette échelle-là qu'il faut considérer les problèmes que nous avons à affronter devant la crise de l'habitabilité de certaines fractions très importantes de la terre urbaine. Aux États-Unis, une étude faite dès les années 2015 avait pronostiqué qu'à l'horizon 2075-2100, il pourrait être possible d'avoir le besoin de déplacer 70 à 90 millions de personnes vers le nord, en raison du défaut d'habitabilité d'un certain nombre d'États du sud et du sud-ouest. Alors on peut faire les marioles, hein, on peut faire campagne au slogan de drill, baby drill, hein, creuse, chérie, creuse, fort, chérie, fort, hein, va chercher du pétrole, la connotation sexuelle étant évidente chez Donald Trump, mais on peut faire les marioles, mais cette réalité-là, elle rattrape. Et elle rattrape de plus en plus. D'ailleurs, Trump lui-même le sait, parce qu'une des raisons pour lesquelles il est très agressif vis-à-vis du Canada, c'est aussi par rapport aux ressources en eau colossales du Canada, puisque ces millions de migrants climatiques, on les envisage plutôt aller vers le nord, c'est-à-dire vers des zones qui seraient finalement encore plus facilement habitables. Donc il y a des menaces sur l'habitabilité qui ne sont plus simplement des menaces catastrophistes, qui ne sont plus simplement les menaces suite à un grand ouragan ou un énorme tsunami ou à une énorme... C'est parfois des menaces qui deviennent des menaces, j'allais dire, pratiquement au quotidien. On commence à avoir des indices dans la quotidienneté, ou en tout cas dans la régularité des saisons, des menaces. Et des menaces à grande échelle. Ça, l'espèce n'avait jamais été confrontée à ce type de menace à cette ampleur-là. Ça fait longtemps qu'on sait que les communautés humaines sont capables d'épuiser un milieu local. Ça fait très très longtemps qu'on est capable de le faire, parce que l'être humain est un génie extractif jusqu'à se scier la branche sur laquelle il est assis. Mais on n'avait jamais observé ça à l'échelle globale et synchroniquement dans tous les lieux de la planète. Puisqu'il n'y a plus aujourd'hui un seul lieu de la planète qui est indemne de signes des effets du changement global. Même l'Antarctique, qui pendant très longtemps a été considéré comme un espace qu'on pouvait dire très peu touché par le réchauffement climatique, alors là, depuis 10 ans, c'est au contraire en Antarctique que ça s'accélère le plus vite. Il n'y a plus un espace qui est en dehors de ça. De même qu'il n'y a plus un espace qui est en dehors des signes patents de l'urbanisation de la Terre. L'urbanisation actuelle, troisième point, qui me mène à la fin de ce que je voulais dire, elle est, je reprends cette expression qui est très belle de collègues anglophones, l'urbanisation actuelle, elle est uncared by design. C'est une expression forte, hein, elle est uncared by design. Je ne la traduis pas parce que je trouve qu'elle est a plus de force comme ça. By design, ça n'est pas une conséquence hasardeuse. Non, c'est le résultat même de la façon dont on conçoit le développement urbain et la cohabitation urbaine de la Terre. La manière même dont nous organisons nos formes de vie, dont nous organisons le système productif, dont nous organisons le système de consommation et dont nous organisons la sphère matérielle de l'urbain qui est nécessaire à ce que nos cohabitations urbaines se réalisent, les infrastructures, les réseaux, les bâtiments, les aménagements divers et variés, à quelques exceptions près. Eric, bien sûr, il y a des architectes qui depuis longtemps essayent d'inverser ça, mais la façon même dont nous le concevons, et même pire, la façon même dont nous le finançons, dont nous le rendons économiquement solvable, via notamment la valorisation immobilière, la production de valeur par l'immobilier, qui est la plus grande production de valeur aujourd'hui au monde. La plus grande valeur mondiale stockée et produite, c'est l'immobilier. C'est 3 fois plus que la capitalisation boursière de toutes les bourses mondiales. C'est 2 fois et demi de plus que le cumul de toutes les dettes de l'État, de tous les États. C'est dans l'immobilier qu'est stockée la plus grande richesse mondiale. Ça dit quelque chose quand même. Et ces chiffres sont produits pas par des marxistes-léninistes, hein, par des opérateurs économiques eux-mêmes. Donc la façon même dont nous solvabilisons économiquement ça, et même la façon dont nous instruisons les cohabitants dans leurs différentes manières de cohabiter, parfois même la façon dont nous formons les spécialistes de l'urbain,
est un care by design. Parce qu'en fait, ce qui compte n'est pas le care. Ce qui compte, c'est la profitabilité, l'optimisation fonctionnelle, la réussite d'un certain nombre de projets. Donc, à partir de là, je me suis posé la question de savoir si c'est un care by design, si on a vulnérabilité, crise de l'habitabilité, défaut de soins, on fait quoi? On continue? Oui, bien sûr, répondent la plupart des tenants du système, ceux qui vous expliquent there is no alternative, il n'y a pas d'alternative, ou est-ce qu'on peut réfléchir à des manières, non pas d'adapter, nous n'en sommes plus dans le temps de l'adaptation, ni même réfléchir à des transitions, mais moi ce que j'appelle aujourd'hui des réorientations, ou ce que le philosophe Alexandre Monin appelle des redirections. Est-ce qu'on est capable de réorienter notre cohabitation, tout en partant du constat que l'urbain est devenu le nouveau milieu de l'existence. Donc on n'arrivera pas à réorienter nos habitations en disant tout le monde doit se tirer des organisations urbaines. D'abord parce qu'on ne ferait que déplacer les problèmes, nous sommes 7 milliards 600 millions, puis ensuite le CARE lui-même exige que de ce milieu-là nous fassions quelque chose. Nous soyons aussi capables de prendre soin de ce qui a été uncare by design. Ce qui est une sacrée question. Comment prendre soin de ce qui a été fait sans soin? À une échelle qui est l'échelle planétaire, l'échelle terrestre. C'est une vraie question difficile. Donc, moi, je me suis posé cette question à partir des années 2005-2010. Ce qui m'a amené à ça, c'est en fait le travail sur les vulnérabilités, parce que j'ai travaillé beaucoup sur les catastrophes urbaines et sur les vulnérabilités. Et c'est là où j'ai commencé à engager une réflexion autour de la philosophie qui me paraissait la plus à même de retourner les imaginaires instituants dominants de la société urbaine contemporaine. Vous connaissez peut-être ces concepts fameux de Cornelius Castoriadis, anthropologue et philosophe très important des années 90, enfin des années 70-2000, un peu là aussi oublié aujourd'hui, un penseur encore une fois atypique et un penseur aussi de l'écologie, mais pas que ça, et qui a théorisé ce qu'il appelle les institutions imaginaires, ou les imaginations instituantes, c'est-à-dire il montre que les sociétés, elles fonctionnent par le biais d'imaginaires instituants et cohésifs. Et donc, j'ai analysé ce que j'appelle les imaginaires instituants de la mondialité urbaine standard, les imaginaires dominants de la mondialité urbaine. Je vous passe les détails, je le décris dans le livre, c'est tout ce que j'appelle l'imaginaire de la mégapole et de la world city. Il y a des véritables corpus d'imaginaires dominants qui justifient la mise en place de ce type d'urbain qui est désormais devenu notre milieu, qui justifie les projets, qui justifie les projets immobiliers, les grands projets d'équipement. Voilà. Toutes les organisations urbaines du monde sont passées à cette moulinette-là. Et donc je me suis demandé si on pouvait trouver un imaginaire instituant qui retourne en quelque sorte celui-ci, et je l'ai cherché du côté de la philosophie du CARE. Pourquoi? Parce que la philosophie du CARE, notamment telle qu'elle est développée par John Tronto, est une philosophie qui n'est pas une philosophie du soin thérapeutique seulement. C'est en fait une philosophie politique générale. C'est une philosophie qui vise à rien de moins qu'à repenser les relations sociales et à proposer un autre cadre aux relations sociales entre humains. La définition générique du CARE par John Tronto que vous avez ici, elle est symptomatique de cela. C'est une définition d'une élégance extrême, d'une simplicité extrême. Lisons-la, parce que moi je la lis toujours, je l'avais lue en 2020, mais ceux qui étaient là en 2020, s'il y en a parmi vous, l'ont oublié, donc on la relit. Hop. C'est une définition vraiment de large portée. Pour Tronto, le CARE est une activité générique. Activité générique, ça n'est donc pas une activité spécifique qui serait l'activité de soins. Ce n'est pas que Tronto méprise l'activité de soins, au contraire, le CARE vient d'ailleurs de théorie du soin, notamment dans la version développée par Carol Gilligan avant John Tronto, mais ça veut dire qu'elle essaye de partir de ça pour aller ouvrir en quelque sorte le concept de CARE
vers l'idée d'une activité générique. En gros, l'activité générique, c'est tout type d'activité qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir. On va revenir sur la maintenance. Tu as parlé du livre de Denis et Ponty, qui est vraiment Le soin des choses, un livre extraordinaire et qui est vraiment une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent penser le care aujourd'hui à d'autres échelles que l'échelle du seul soin. Maintenir, perpétuer, assurer la durabilité, assurer la permanence dans la durée. C'est ça la durabilité, hein? La soutenabilité du sustainable development, ça ne devrait être que ça. Assurer que nous soyons soutenus, que nous tenions au monde. C'est ça aussi, habiter, c'est se tenir au monde. Ben, on a des tenues qui ne sont plus soutenues, qui donc tombent et qu'on ne peut plus rendre sinon perpétuelles, du moins durables. Et réparer notre monde, parce qu'il y a des exigences de réparation. Notre monde, entre guillemets, donc là, ce n'est pas un concept, c'est plutôt un mot générique qui renvoie à ce avec quoi nous vivons, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. C'est fondamental, hein. Activité générique, n'oubliez pas que les philosophes américains sont tous et toutes marqués par le pragmatisme. Ce sont des philosophies du faire, du doing, des philosophies de l'action, et de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible, c'est la grande tradition aussi de la philosophie américaine qui se pose en permanence depuis quelques décennies la question de qu'est-ce que c'est que l'éthique du juste, l'éthique de la justice. Ce n'est pas pour rien que le livre de philosophie contemporaine le plus commenté n'est pas un livre de philosophie français, n'est pas un livre de philosophie allemand. Oui, c'est un scandale, hein, mais c'est un livre de philosophie américain écrit par John Rawls, A Theory of Justice, une théorie de la justice, parce que la question de l'éthique de la justice, c'est une question centrale de la philosophie politique aux États-Unis depuis toujours. Et dans une perspective très simple, qui est de se dire quelles sont les actions qui permettent d'assurer la justice. Donc c'est ce que Rawls appelle une conception non métaphysique de la justice. Nous, on est très fort pour les conceptions métaphysiques de la justice, mais on peut avoir un monde totalement injuste avec une parfaite conception métaphysique de la justice. Il y a des cas. Donc, non, la théorie de la justice comme théorie pratique et éthique, c'est véritablement une théorie de réflexion sur les conditions effectives de la justice. Et pour Tonto, la justice passe toujours par une vie bonne. Et on retrouve quelque chose qui est très fondamental, qui est aussi une question qui, moi, me tient à cœur en termes d'éthique, c'est comment assurer que chaque individu puisse faire puisse trouver une écoute pour ses volontés de vie bonne, quel que soit le critère qu'on utilise pour définir pour chaque individu la vie bonne, étant donné qu'il n'y a pas un critère universel et ultime. Comment faire pour que chaque individu puisse réclamer une vie digne et bonne? C'est important parce que si vous êtes dans une perspective éthique de ce genre, ça veut dire que vous ne pensez pas qu'il y a des individus pour lesquels la question de la bonne vie ne se pose pas. En gros, en d'autres termes, vous acceptez qu'il y ait des individus qui n'aient pas une bonne vie, et puis c'est comme ça. C'est le prix à payer pour. On connaît ces discours, non? Tous les discours dans tous les pays du monde où le welfare est remis en question sont des discours où à un moment ou à un autre apparaît l'idée qu'il y a des individus, bah ouais, ils n'auront pas une bonne vie, mais c'est comme ça. Et donc, la philosophie de Tonto, elle est très radicale de ce point de vue-là. Et regardez comment elle va plus loin. Ce monde comprend nos corps, parce que nous sommes des corps. Donc moi, je crois qu'on ne peut plus penser le social sans la corporéité. C'est impossible. Enfin, j'ai l'impression que c'est impossible. Ça a été une longue tradition des sciences sociales et de la philosophie de penser l'individu sans corporéité. Ou avec une corporéité cosmétique. Non, il faut penser la corporéité dans toutes ses dimensions, dans toute son intensité cohabitante, permanente. Il n'y a pas de cohabitation sans corporéité. Nos corps, nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas que des corps, nous sommes aussi autre chose que des corps, parce que nous ne sommes pas aussi que nous-mêmes, nous sommes des relations. Nous-mêmes, ce sont aussi les relations qui nous font exister en tant que nous-mêmes. Tonto, c'est aussi une philosophie de la relationnalité.
et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Moi, cette question de la viabilité de la vie m'obsède de plus en plus, sans doute parce que je prends de l'âge. Donc, cette question de la viabilité de la vie est une question que je trouve éthiquement et philosophiquement et géographiquement très importante. J'ai essayé donc de transposer cette définition pour le géocare, c'est-à-dire un care que j'élargis à la question de notre habité terrestre et planétaire. Donc je reprends tout simplement avec les italiques, vous voyez, qui sont les propositions de changement. Donc vous trouvez maintenir, perpétuer, réparer, ça devient notre habitat et les principes de notre cohabitation. C'est ça le géocare. Est-ce qu'on est capable d'être dans le care des habitats et des cohabitations? Parce qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, puisque l'un et l'autre sont liés par une relation en spirale, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Être capable de développer ce care vers l'habitat général, à toutes les échelles, de la terre jusqu'à mon corps, et peut-être même un peu plus petit que mon corps, puisque je suis aussi en relation avec de l'infra corporel quand j'ai parce que mon intériorité est traversée par du vivant, parce que j'héberge des bactéries, parce que finalement la santé, c'est aussi être capable d'entretenir un commerce avec de l'infra-corporel, non? De sorte que nous puissions y vivre au Sénat et de façon juste dans notre écoumène. Donc en fait, c'est l'idée que nous allons assurer cette viabilité, cette justesse et cette justice, parce que le juste, c'est la justesse et la justice, et les deux sont liés. Alors là, moi, je suis à l'aise aujourd'hui dans le monde que nous vivons. C'est assez facile de montrer qu'il n'y a sans doute pas de justice sans justesse. C'est-à-dire qu'avec tous les régimes politiques de post-vérité qui existent, on est capable de comprendre que s'accorder sur la justesse d'une assertion, d'un fait, d'une analyse, d'un résultat, c'est une des conditions de la justice. Parce que c'est quand même pas un hasard que tous les pouvoirs non démocratiques et tous les pouvoirs à prétention liberticide décident de s'émanciper complètement de la justesse et développent même des formes de rationalité extrêmement sophistiquées pour produire le contraire de la justesse. Donc la justesse et la justice ne sont pas en fait séparées. Ça participe pour moi de la même éthique. Et à partir de là, j'essaye d'aller un peu plus loin dans le livre. Ça, c'est la deuxième partie du livre. Là, je viens de vous la faire en 5 minutes. C'est la transposition de la philosophie de John Tronto, aussi avec une autre philosophe que j'utilise beaucoup, qui est Corinne Pelluchon, et aussi avec du Cynthia Fleury, pas mal, un peu entrelardé dans tout ça. Et la troisième partie, je vais un peu plus loin. Je me dis, ok, on peut peut-être essayer de définir un géocare de façon un peu théorique, mais il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre concrètement le géocare en pratique? Donc j'examine une dizaine ou une quinzaine de cas, d'exemples, dans lesquels des groupes d'humains ont essayé de réorienter déjà la cohabitation, c'est-à-dire de sortir du modèle dominant. Ce sont des peuples autochtones qui décident de lutter contre un projet d'oléoduc détruisant leur culture, ou comme un projet d'extraction du lithium détruisant leur accès à l'eau. Ce sont des zadistes qui décident de lutter contre un aéroport et d'installer autre chose. Ce sont des habitants de Dijon qui, depuis 15 ans, occupent illégalement 10 hectares dans le quartier des Lentilières et ont développé une forme autogérée et coopérative d'agroécologie, d'accueil social, d'accueil de jour, d'accueil de personnes à la rue, de création culturelle, contre les autorités locales. Ce sont des ateliers de réparation cycliste qui s'organisent à l'échelle européenne pour promouvoir un autre modèle productif. Donc je prends comme ça plein d'exemples et j'essaye de montrer que dans tous ces exemples, on va tomber sur des régularités. Et en particulier, on va tomber sur une remise en question systématique des imaginations dominantes.
Et ça fait coller ces exemples avec le care. Ce sont des gens qui pratiquent le care comme M. Jourdain faisait la prose, en quelque sorte, sans forcément avoir cette identification, mais en étant complètement imprégné par ça. Donc là, je vous en ai donné quelques-unes. Là aussi, je vais trop vite, mais c'est le jeu de ce genre de séminaire. Les idéologies dominantes sont obsédées par la puissance. Le monde est obsédé par la puissance. Les individus sont obsédés par la puissance. Là aussi, grâce à Donald Trump, j'ai besoin beaucoup moins d'expliquer qu'il y a 6 mois. Il y a une obsession de la puissance, jusqu'à valider, valoriser l'agressivité qui va avec la puissance, voire la violence. Quand Mark Zuckerberg, au moment où Donald Trump allait être intronisé, dans une interview à un très grand média américain, dit qu'on a été trop loin dans les politiques d'inclusion et qu'on a donc laissé de côté la vertu créatrice de l'agressivité masculine. Ça n'est pas mon tenancier de PMU qui dit ça. Là, je m'en soucierais assez peu parce qu'il a l'habitude de le dire. C'est l'entrepreneur d'une des 3 ou 4 plus grosses entreprises du monde, une des 2 plus grosses entreprises de réseau au monde. Là, ça dit quelque chose de l'obsession de la puissance. Le care substitue la vulnérabilité à la puissance. Hein. C'est cette phrase fameuse de la philosophie du care, la condition originelle de vulnérabilité de tout vivant. Moi, je vais même plus loin, j'essaye de proposer d'élargir la condition originelle de vulnérabilité aux non-vivants. Voilà, une montagne est vulnérable, une falaise de pierre est vulnérable si on l'extrait trop de pierre. Un hydrosystème est vulnérable. Du sable est vulnérable si on extrait trop de sable pour faire du béton. Une forêt est vulnérable. On est mortel à chaque instant. Voilà. Le sol est vulnérable. On le sait de plus en plus. Le sol est vulnérable. Vous voyez, d'élargir la vulnérabilité. C'est très tentant et puis c'est très difficile en même temps parce qu'il faut quand même à un moment ou un autre stabiliser le concept de vulnérabilité, ce que j'essaye de faire en définissant la vulnérabilité comme un rapport à l'endommagement. La compétition est au centre des idéologies dominantes. C'est obsessionnel, l'idée de compétition. C'est éreintant, l'idée de compétition. Mais c'est obsessionnel. La compétition partout, jusque des domaines où il n'y en avait jamais eu, où on pensait même qu'il ne pouvait jamais y en avoir. Enseignement supérieur, une partie de la culture, tout doit devenir compétitif. Le care substitue à la compétition la coopération. La performance, le care, il substitue plutôt la robustesse. Vous connaissez peut-être ce travail très intéressant du biologiste Olivier Amand sur la robustesse, hein, où il montre que le vivant n'est pas optimal. Le vivant, ce n'est pas un système d'ingénierie optimisé. Le vivant, il est robuste parce qu'il n'est pas optimal. La robustesse du vivant, c'est la sous-optimalité du vivant qui la lui donne. Parce que le vivant, il a plein d'impasses, plein de récursivité bizarre, plein de choses étranges qui parfois grippent, mais souvent ça assure justement la capacité de perdurer. Nous sommes des sociétés obsédées par l'idée d'autonomie souveraine de l'individu, avec une sorte de réquisition même à l'individu si autonome qu'il devient presque autogène, hein, autoréférentiel, autosuffisant. Non, le care met en avant le principe d'interdépendance. Ça, c'est le coup de génie des philosophies du care, c'est de sortir de la condescendance par rapport à la dépendance, de montrer en fait que dans l'acception ordinaire, la dépendance, c'est un défaut. Un individu dépendant, c'est un individu défectueux dans les idéologies dominantes. C'est comme ça qu'on parle souvent des personnes dépendantes. Pour la philosophie du care, il n'y a pas d'individu défectueux dans la dépendance, puisque nous sommes tous dépendants parce que nous sommes interdépendants. Donc là, c'est ce qui permet d'expliquer les théories de Cynthia en particulier sur la générativité du vulnérable. Cette générativité du vulnérable, elle repose sur le principe d'interdépendance, en fait, nécessaire en raison même de cette vulnérabilité. L'individualisme cède le pas à la solidarité et le profit au partage. Et à partir de là, je vais, à partir de mes cas un peu plus loin, ayant observé ce qui se passe, je propose, alors non plus 2 comme au départ, non plus 3 comme dans un livre qui est sorti l'année dernière aux Presses universitaires de France sur le design et le care,
à l'initiative de la chaire philosophie à l'hôpital, mais 4, ce que j'appelle des vertus cohabitantes. Alors attention, au sens de la philosophie des vertus, la philosophie qu'on appelle l'éthique des vertus, développée notamment par Corinne Pelluchon et quelques autres, c'est-à-dire non pas les vertus comme quelque chose qui nous tombe du ciel, vous voyez, qui vient nous imposer de penser, mais plutôt la vertu comme mobilisation éthique, hein, en fait comme incitation à réfléchir au système de valeurs qu'on engage pour justifier nos engagements de cohabitation. Qu'est-ce qui nous fait justifier nos engagements de cohabitation? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Et je me suis dit, en fait, pour passer de l'uncare by design au care by design, il faut sans doute réorienter nos vertus cohabitantes. Vous voyez, j'espère à peu près le raisonnement, hein. Il nous faut chercher d'autres manières, d'autres principes pour la cohabitation. Et là, je propose donc 4 vertus cohabitantes qui vont 2 par 2. Alors, on pourra trouver que c'est un peu trop systématique, mais c'est fait pour. Hein. Cette 3e partie du livre, elle est faite pour proposer aux lecteurs et aux lectrices une expérience de pensée. C'est une sorte de what if geography. Hein. Et si nous décidions de cohabiter autrement? À partir de ces principes-là, qu'est-ce que ça pourrait donner, compte tenu du fait que j'ai observé des cas où déjà ça me paraît actif, hein. Ce n'est pas de la fiction, c'est vraiment appuyé sur des études de cas. Moi, je fais des sciences sociales, donc j'observe des cas. Donc c'est vraiment une expérience de pensée. Je ne suis pas naïf au point de croire qu'en lisant mon livre, du jour au lendemain, tous les aménageurs du monde entier vont décider de changer leur pratique. Mais c'est plutôt pour inciter à la réflexion. Donc, 2 premières vertus, considération et attention. Là, ça serait beaucoup trop long que je rentre dans les détails, mais pour moi, ce sont 2 vertus qui sont à parier. Pourquoi? La considération, c'est ce qui permet en quelque sorte de qualifier des entités, des agences susceptibles de participer aux relations de cohabitation d'un groupe humain ou d'un individu à un moment donné. Qu'est-ce que je considère? Qu'est-ce que je fais rentrer en fait dans ma considération? C'est très important de commencer par la considération parce que dans le uncare by design dont je parlais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très puissant, c'est que les sociétés urbaines contemporaines sont plutôt fondées sur la puissance de la déconsidération. C'est-à-dire par le fait qu'on passe son temps à déqualifier des individus, des agences, des entités, des non-humains, à pouvoir véritablement être pris en considération dans nos cohabitations au quotidien. Il y a l'anthropologue Michel Agier, que vous connaissez peut-être, qui a fait un livre récemment sur l'anthropologie du racisme, mais qui avait auparavant fait un livre absolument formidable sur ce qu'il appelait la production politique des indésirables. Comment, dans les sociétés urbaines contemporaines, on produit une catégorie politique nouvelle qui est l'indésirable. L'indésirable, c'est qui? La personne à la rue, le migrant, le réfugié, le sans-domicile. C'est assez foucaldien aussi dans la perspective. Jadis, c'était le fou, celui qu'on a enfermé. Donc voilà, c'est de la production d'indésirabilité. Mais la considération, c'est aussi dans le cadre du système agro-industriel qu'on peut voir les effets de ne pas la pratiquer lorsqu'on voit comment l'agro-industrie, en fait, déconsidère toute une série de réalités non humaines. Donc la considération, c'est essentiel. Et j'essaye d'examiner cette considération en étudiant en particulier tout le mouvement que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le mouvement des droits de la nature, c'est-à-dire tout le mouvement qui consiste à essayer d'accorder un statut juridique à des entités non humaines. Fleuves, arbres, espèces cultivées, animaux bien sûr, avec tout le débat sur la subjectivité animale et sur la sensibilité animale. Donc la considération, c'est absolument fondamental. Et une fois que vous avez considéré, vous devez vous interroger sur les régimes d'attention. L'attention, c'est ce qui renvoie au type d'instruments et de modalités que vous choisissez pour en quelque sorte graduer le type d'attention que vous accordez à des entités considérées ou déconsidérées. Et pour moi, considération et attention vont de pair parce que ça correspond au premier sens du verbe care que je ne traduis jamais,
parce qu'il est difficile à traduire. Le premier sens du verbe care, c'est to care about. Et je propose, si on me demande comment le traduire, je propose de ne pas parler de soin, je propose plutôt de parler de souci. C'est ce que j'appellerais ce qui participe d'une éthique du souci. De quoi, vieille question philosophique, soit dit en passant, de quoi dois-je me soucier et comment dois-je m'en soucier? Mais n'est-ce pas quelque chose qui est au cœur de notre habitation au jour le jour? De quoi dois-je me soucier? Dans une société de production et de consommation, où par définition, le bon consommateur est celui qui est insouciant. Pas de souci. Si on commence à se soucier de ce qu'on consomme, ah ben alors là, la société de consommation a du plomb dans l'aile. Donc, il faut se réapproprier le souci. Il faut redevenir soucieux de nos cohabitations. Et le souci, c'est pas du tout consternant, c'est pas du tout sourcil froncé, c'est pas dépressif. Non, c'est au contraire extrêmement exaltant, en fait, de se redonner la possibilité d'avoir ce souci qui est tourné vers la considération et l'attention. Non pas le souci de ce qui m'agace, de ce qui m'oppresse, de ce qui m'aliène, au contraire le souci de ce qui me libère parce qu'elle me met en relation avec des vulnérables comme moi, interdépendants comme moi. Donc cette question du souci, elle est au cœur pour moi du géocare. Et puis les troisième et quatrième vertus, c'est le ménagement plutôt que l'aménagement. Ménager plutôt qu'aménager, c'est très important. Au sens double presque du mot ménage d'ailleurs, et ménagement, qui vient d'un vieux mot français d'ailleurs qui est manoir, le verbe manoir, c'est là d'où vient la racine de ménage, qu'on retrouve dans le mot le manoir, quand on parle d'un château, parce que manoir ça veut dire résider en fait. Donc le ménagement, c'est ce qui permet à la fois de ménager sa monture, de ménager quelque chose dont on connaît la vulnérabilité, puisque nous sommes tous et toutes vulnérables, donc il faut se ménager. Ce que le capitalisme productiviste ne souhaite pas. Parce que s'il le souhaitait, il ménagerait les travailleurs. Ça n'est pas tout à fait ce qu'il fait, me semble-t-il. C'est même plutôt l'inverse. Ça, Marx l'avait bien montré dès les années 1850. Donc ménager l'humain, ménager le vivant, ménager ce qui est vulnérable et fragile, comme on ménage un meuble, une monture, un édifice, une barge, un fleuve. Voilà, il faut ménager ça aussi, plutôt qu'aménager peut-être. C'est pas tout à fait parti, parce que parfois ménager, c'est ne pas aménager, justement. Et puis ménager, c'est aussi quelque chose qui renvoie à un point qu'avait bien montré un philosophe qui s'appelle Jean-Marc Besse, qui est philosophe et géographe, qui avait écrit un très beau livre sur l'habiter en 2013, dans lequel il montrait que habiter, c'était aussi quelque chose qu'on pouvait coopérer à une vertu domestique. Ménager comme faire le ménage. Vous voyez, comme cette sorte de domesticité du care habitant. En fait, il faut qu'on se ménage en tant que cohabitant, mais il faut aussi faire notre ménage de cohabitant. C'est intéressant de voir que la plupart des exemples que je montre sont des exemples où il y a à un moment ou à un autre une co-résidence, une cohabitation dans les mêmes lieux, un peu comme sur cette péniche. Si on veut que ça tienne, faut faire le ménage, quoi. Faut être dans la domesticité du ménagement. Ça m'avait paru flagrant quand j'ai fait une enquête auprès de gens qui étaient des squatteurs depuis très longtemps, qui tenaient des squats depuis plus de 10 ans pour certains d'entre eux. Et le premier entretien, le garçon me disait « Mais tu sais, si tu crois que le squat c'est le bordel, tu te trompes, parce que si on n'est pas capable de faire le ménage, ça ne tient pas. Ça ne tient pas 8 jours. » Donc en fait, c'est du boulot, c'est du taf au quotidien. C'est de la domesticité, de la commensalité. Donc j'aime beaucoup cette notion de ménagement. Est-ce qu'on pourrait penser le ménagement d'une organisation urbaine comme Paris à partir de ça? C'est pas demain, d'accord, mais est-ce qu'on peut déjà se mettre dans cette disposition d'esprit? Et puis, Denis Ponty, le soin des choses, ce qui va avec le ménagement, c'est la maintenance, parce que pour ménager, il faut être capable de maintenir, il faut être capable de réparer, il faut être capable de faire durer par le réemploi, la réutilisation. Il faut accepter de ne pas reconstruire à neuf, il
faut accepter de démonter, remonter ailleurs. Faut accepter le labile, faut accepter le transitoire, comme dirait Nicolas Delon. Faut accepter que des choses vont et viennent. Faut accepter de réutiliser. Il faut renoncer parfois à la puissance du geste pour la modestie créatrice du ménagement et de la maintenance. Et ça, c'est un travail de fond à mener avec tous les designers, urbanistes, architectes, tous ceux qui produisent l'espace habité, parce qu'en fait, on leur apprend le contraire. Et je ne parle même pas des élus, hein, ni des acteurs économiques. Et ça, ménagement et maintenance, c'est to take care of, que je propose de traduire par s'occuper. C'est l'activité occupationnelle. Le soin stricto sensu, moi je réserve le mot soin désormais plutôt à la thérapeutique. Le soin stricto sensu, il s'inscrit transversalement dans ces 4 vertus cohabitantes. Le soin est une modalité de la cohabitation, stricto sensu. Se soucier, s'occuper. Voilà comment j'essaye de stabiliser ces vertus du géocare avec une proposition, chère lectrice, simple. Et si nous essayions de voir ce que ça pourrait donner? Déjà, ça existe, ça produit de l'effet, évidemment à des échelles très particulières. C'était un peu ce qu'on avait voulu mettre en avant avec Nicolas Delon dans Énergie des Espoirs. D'ailleurs, je signale que l'expo va être reprise au 104 à partir du 21 juin, je crois, jusqu'au début août. Alors, elle est reprise avec de légères évolutions parce qu'il y a plus de désespoir que d'énergie aujourd'hui. Ça ne s'est pas arrangé depuis 4 ans. Mais c'était un peu cette idée. Il y a déjà des choses qui sont faites. Il y a déjà des choses qui fonctionnent. Et si nous allions un peu plus loin, en essayant de réfléchir à de nouveaux principes pour que l'on passe de l'uncare by design au care by design. Voilà, merci de votre attention.